Bienvenue dans Le Débat, l'espace où nous confrontons les perspectives pour éclairer la complexité des idées. Et si je vous disais que l'une des plus grandes histoires de survie du XXe siècle, Une histoire vraiment monumentale, oui. absolument une épopée remplie d'évasions spectaculaires, d'eau infestée de requins, de radeaux construits avec des noix de coco et d'une volonté humaine inébranlable, eh bien si je vous disais que tout cela était en grande partie un vol. C'est une entrée en matière qui pose d'emblée l'enjeu, c'est certain. Nous parlons d'un récit qui a défini notre perception de la captivité absolue pendant des décennies. Oui, tout à fait. Nous parlons bien sûr du bagne de Guyane et plus spécifiquement de l'île du Diable à travers les célèbres mémoires d'Henri Charrière. C'est un criminel français qui a été exilé dans les années 30. Sous le pseudonyme ou plutôt le surnom de Papillon. Voilà, Papillon. Il a publié un livre qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier. C'est au fond l'histoire d'un homme qui refuse obstinément d'être brisé par le système pénitentiaire le plus mortel de son époque. Sauf que les historiens aujourd'hui sont catégoriques, une grande partie de ce qu'il raconte ne lui est en fait jamais arrivé. Jamais arrivé à lui en tout cas. Exactement. Il a emprunté, pour ne pas dire purement dérobé, les expériences, les souffrances et les évasions d'autres prisonniers. Et c'est précisément là que réside la ligne de fracture de notre discussion aujourd'hui, c'est le mythe face à la vérité historique. Oui, c'est le cœur du problème. Alors, pour ma part, en une phrase, je défends l'idée que ces inexactitudes historiques n'invalident pas l'histoire elle-même. Sa véritable valeur réside dans sa puissance en tant que symbole universel de résilience et d'espoir. Et moi de mon côté, je soutiens que l'appropriation des traumatismes d'autres prisonniers, tout ça pour construire un mythe héroïque personnel, eh bien ça compromet l'intégrité du récit et surtout ça occulte la véritable réalité historique du bagne. Bon, plongeons dans la mécanique de ce récit, si vous le voulez bien. Je vois tout à fait pourquoi cette appropriation vous pose problème d'un point de vue éthique, mais essayons d'abord de comprendre comment ce récit fonctionne psychologiquement parlant. Mhm. Pensez au surnom lui-même, par exemple. Charrière portait un tatouage de papillon sur la poitrine. Dans un environnement qui était conçu de manière quasi scientifique pour anéantir toute individualité, ce papillon ancré sur sa peau devient une allégorie complètement viscérale de la liberté. C'est une belle image littéraire, je vous l'accorde. N'est-ce pas? L'insecte le plus fragile, le symbole même de la métamorphose, gravé sur un homme enfermé dans cet enfer vert et bleu de l'Amérique du Sud. Et le livre, en fait, cartographie une succession d'échecs écrasants, d'enfermements dans des cellules sombres, et puis cette évasion finale presque absurde sur un sac de noix de coco. Oui, la fameuse scène de la falaise. Voilà. Et le monde entier a lu cela non pas comme un rapport de police factuel, mais bien comme la preuve éclatante que l'espoir peut survivre à absolument tout. Que le radeau ait été construit par lui ou par un autre, le succès phénoménal du livre prouve que l'histoire capture une vérité humaine essentielle. Le refus de se briser. Je l'aborde d'une manière très différente, voyez-vous. Le problème commence précisément quand on transforme un lieu de mort industrielle en une sorte de métaphore poétique avec un papillon. Mort industrielle, vous y allez fort. Mais c'est le terme approprié. L'île du Diable et plus largement les îles du Salut en Guyane, ce n'était pas un décor de théâtre conçu pour tester la résilience humaine pour de futurs romans, c'était une véritable entreprise d'élimination. Comprendre ce lieu, c'est comprendre comment il broyait physiquement et mentalement les hommes. Oui, les maladies, le climat. La malaria, la fièvre jaune, la dysenterie, la malnutrition endémique, oui. Et surtout, le système juridique lui-même. C'est fondamental, la fameuse règle du doublage. Ah oui, vous faites référence à cette loi qui obligeait les condamnés à rester en Guyane après leur peine, c'est bien ça? Oui, exactement. Et il est vraiment crucial d'expliquer comment cela fonctionnait pour que nos auditeurs comprennent pourquoi l'histoire de Charrière est trompeuse. Allez-y, je vous écoute. Si vous étiez condamné à une peine comprise entre 5 et 7 ans de travaux forcés, vous deviez rester un nombre d'années équivalent en Guyane, en tant que colon forcé après votre libération. Donc libre, mais prisonnier de la colonie. Voilà. Mais si vous étiez condamné à 8 ans ou plus, vous y restiez à vie. À vie. C'était ce qu'on appelait la guillotine sèche. L'État français savait très bien que l'écosystème finirait le travail. L'espérance de vie y était effroyablement basse. Donc lorsqu'un auteur décide, des décennies plus tard, de s'attribuer la capacité de survie miraculeuse de ceux qui ont réellement affronté cette machine de mort, Vous trouvez que c'est irrespectueux? il franchit une ligne éthique et historique grave. S'attribuer le mérite des évasions d'autres détenus
c'est effacer leur existence. Je ne suis pas forcément en désaccord avec vous sur la brutalité du système. Je vois très bien l'horreur que vous décrivez. Mais, attendez, quand vous dites qu'il s'est attribué ces choses, de qui parlons-nous concrètement? D'autres bagnards. De vrais évadés. Oui, mais qui sont les véritables architectes de ces évasions, si ce n'est pas Charrière? Comment une histoire qui semble aussi organique, de bout en bout, peut-elle être une fabrication, un collage? Eh bien, prenons l'exemple le plus flagrant, justement. Ce fameux tatouage de papillon dont vous parliez plus tôt. Et l'évasion incroyable lors de la mutinerie. Oui, Les archives pénitentiaires et les témoignages de l'époque pointent très clairement vers un autre bagnard, un homme nommé Charles Brunier. C'est Brunier qui portait un grand tatouage de papillon. vraiment? Le vrai papillon, c'était lui? Absolument. C'est Brunier qui a survécu à des tentatives d'évasion complètement insensées, qui s'est retrouvé au bagne, s'en est échappé, a même rejoint les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'y être renvoyé. Et ce n'est pas le seul. Vous pensez à qui d'autre? Pour ce qui est de dénoncer les horreurs des cellules d'isolement, la réclusion totale, le véritable travail de documentation a été fait par René Belbenoît. Ah oui, l'auteur de La guillotine sèche. Exactement, un livre publié des décennies avant celui de Charrière. Belbenoît, lui, a vraiment traversé la jungle. Il a perdu ses dents à cause du scorbut, il a frôlé la mort d'innombrables fois pour pouvoir faire connaître cette réalité au monde entier. Et Charrière, pendant ce temps-là? Charrière, en revanche, a passé une bonne partie de son temps au bagne, dans des emplois relativement préservés. Préservé. Au bagne. Disons les moins mortels, à l'infirmerie ou aux cuisines, des postes où il a pu écouter, collecter et finalement vampiriser les histoires des autres pour s'en faire un costume de héros. C'est un point très intéressant, bien que je le formulerai d'une manière complètement différente. Ah oui, comment ça? Vous parlez de vampirisation, de vol d'identité, et je comprends que ça choque. Vous vous demandez peut-être, vous qui nous écoutez, comment on peut défendre un homme qui a littéralement pris la vie d'un autre pour en faire un best-seller. Mais essayez de voir l'histoire de Papillon comme un monument commémoratif. Un monument? Oui, lorsque nous contemplons un grand monument historique, peu importe au fond de savoir quel artisan anonyme a taillé chaque pierre, ce qui compte vraiment, c'est que l'édifice témoigne de l'endurance collective. En agrégeant toutes ces histoires, Charrière a créé le monument ultime du bagnard. Je vois où vous voulez en venir, mais... Attendez, laissez-moi terminer. Sans le talent de conteur de Charrière, ses anecdotes éparses, la vie de Brunier, le livre de Belbenoît, elle n'aurait jamais atteint l'inconscient collectif mondial avec une telle force. Le mythe sert de véhicule massif pour faire passer la vérité émotionnelle. C'est un argument convaincant, je l'admets. Mais avez-vous considéré la définition même d'un monument commémoratif? C'est-à-dire? Un monument, par essence, ça décentre l'individu. C'est érigé pour honorer un groupe. Prenez la flamme du soldat inconnu, par exemple. Elle est là précisément pour honorer ceux dont on a perdu le nom. Oui, c'est vrai. Eh bien, Charrière a fait l'exact opposé. Il n'a pas écrit « Voici l'histoire incroyable de mes frères de misère qui sont morts dans l'ombre ». Non, il a écrit « Je suis Papillon, j'ai fait tout cela, regardez mon courage ». Et là, en quelque sorte, mis son propre visage et son propre surnom sur la statue du soldat inconnu. C'est ça qui est dérangeant. C'est une image frappante, je vous l'accorde. Mais est-ce que l'intention, disons, égoïste de l'auteur annule pour autant l'effet massif de l'œuvre? Je ne suis pas convaincue par ce raisonnement, car il lie la valeur du message à la pureté morale de son messager. L'intégrité compte en histoire. Oui, en histoire stricte. Mais admettons que Charrière ait été poussé par un ego surdimensionné. Pourquoi le public a-t-il réagi d'une telle manière? Quand le livre sort en 69, il se vend par millions. L'humanité entière s'empare de ce récit. Et pour de mauvaises raisons, selon moi. Pas du tout. L'acte même de se jeter dans l'océan, sur un amas de noix de coco, en dérivant vers une sécurité incertaine, ça véhicule une force philosophique qui dépasse complètement la personne d'Henri Charrière. Se battre pour sa liberté à n'importe quel prix. Je l'aborde d'une manière différente. Si le public a si bien réagi, c'est parce que le public adore les illusions hollywoodiennes. Des illusions? Absolument. C'est beaucoup plus réconfortant intellectuellement parlant de croire qu'un héros invincible peut vaincre un système totalitaire à la seule force de sa volonté et de son panache, plutôt que d'admettre la triste réalité. Qui est? Que la quasi-totalité de ces hommes étaient tout simplement détruits. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionnaient réellement les évasions depuis les îles du Salut. Ce n'était pas qu'une simple question de volonté ou de courage. Bien sûr, c'était extrêmement dangereux. C'était suicidaire. Les courants marins autour de l'île du Diable, de l'île Royale et de l'île Saint-Joseph sont d'une violence inouïe.
Ils vous rejettent inlassablement vers les rochers, coupant comme des rasoirs. Et pire encore, l'administration pénitentiaire jetait délibérément les déchets des abattoirs et souvent même les corps des prisonniers décédés directement dans la baie. Oui, pour attirer les requins. Précisément, pour maintenir une présence constante de requins. C'était une barrière biologique infernale. Oui, d'ailleurs, il y avait la fameuse cloche, la cloche qui sonnait pour signaler qu'un corps était jeté à la mer, et les requins l'associaient au repas. C'est d'un cynisme glaçant, on est bien d'accord. Totalement glaçant. Mais, et c'est là mon point, c'est précisément parce que la mécanique de cette prison était géographiquement et biologiquement imparable que le lecteur a besoin du radeau de noix de coco. Je ne vous suis pas. Face à l'insurmontable, la raison seule ne suffit plus, il faut un miracle. Que Charrière ait ou non noué lui-même les cordes de ce radeau en particulier, l'image de cet homme qui utilise la végétation même de l'île de son supplice pour s'en échapper, c'est la métaphore parfaite de la résilience. Eh bien, je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Non. Laissez-moi vous dire pourquoi cette fameuse métaphore parfaite est historiquement dangereuse. Parlons-en de ce fameux radeau. L'histoire veut que Papillon et un autre détenu, Sylvain, s'échappent ensemble sur ces sacs de noix de coco. Oui. Et dans le récit de Charrière, Sylvain meurt noyé dans les sables mouvants en arrivant sur le continent. Une tragédie qui, par contraste, met particulièrement en valeur la survie presque surhumaine de Papillon. C'est un ressort narratif classique, oui. Sauf que les recherches historiques montrent que la véritable évasion sur des sacs remplis de noix de coco ou de feuillage aurait été tentée par d'autres bagnards, et qu'ils ont presque tous péri en mer. D'accord. En transformant des échecs réels et mortels en une évasion triomphale à la première personne, on ne fait pas qu'enjoliver la réalité, on anesthésie l'horreur. On donne l'illusion qu'avec suffisamment d'astuce, le bagne au fond, c'était un parcours d'obstacles surmontable. C'est une insulte pure et simple à la mémoire de ces hommes dont l'océan a réellement broyé les eaux. Bon. Vous touchez un point crucial sur la façon dont nous traitons la mémoire traumatique. Vous dites que le mythe anesthésie l'horreur. Moi, je propose une lecture inverse. Je vous écoute. Le mythe rend l'horreur assimilable par l'esprit humain. Assimilable. Les statistiques n'engendrent pas d'empathie. Si je vous dis, de but en blanc, 10 milliers d'hommes sont morts de dysenterie dans le silence, c'est une tragédie abstraite. C'est pourtant la vérité. Mais c'est abstrait. Si en revanche, je vous décris un homme seul dans une cellule d'isolement sur l'île Saint-Joseph, privé de lumière et de la parole pendant des mois, arpentant sa cage comme une bête fauve juste pour ne pas perdre la raison, le lecteur ressent cet étouffement. Charrière a décrit la réclusion avec une acuité psychologique que les historiens eux-mêmes saluent. Le fait qu'il ait passé moins de temps qu'il ne l'affirme, est-ce que ça invalide vraiment la vérité psychologique de la description ? Le problème, c'est que la vérité psychologique, c'est une notion très malléable. Ce que vous décrivez là, la réclusion sur Saint-Joseph, c'est-à-dire l'île du silence absolu, où même les gardiens marchaient en chaussons pour ne pas faire de bruit, Oui, l'enfer carcéral poussé à son paroxysme. c'était la pointe extrême du châtiment. Mais en agrégeant toutes ces horreurs extrêmes sur les seules épaules d'un seul homme, on crée un surhomme qui n'a jamais existé. Le lecteur s'identifie à un personnage de fiction, un véritable James Bond du bagne, pas un forçat réel. Un James Bond du bagne, vous exagérez un peu. À peine. Et c'est là ma question pour vous. Pourquoi avons-nous tellement peur de la véritable histoire ? Je ne pense pas qu'on en ait peur. Mais si. Pourquoi la vie de René Belbenoît, avec ses dents pourries, son corps brisé par la maladie et son combat administratif usant pour publier la vérité, pourquoi ça ne suffit pas ? Pourquoi faut-il qu'on ajoute des requins sanguinaires et des sauts de falaise spectaculaires pour que le public daigne s'y intéresser ? Je vois tout à fait pourquoi vous opposez les deux, mais laissez-moi vous donner une perspective différente sur la nature même de notre besoin de fiction. Allez-y. Nous n'avons pas peur de la véritable histoire. Nous avons besoin que l'histoire nous donne un mode d'emploi pour survivre à nos propres vies. C'est de la psychologie de comptoir, ça. Non, écoutez, le contexte explose. En 69, quand le livre explose, le monde sort de bouleversements majeurs. En France, c'est l'après-mai 68. Les gens cherchent une figure anti-autoritaire, quelqu'un qui incarne le refus catégorique de se soumettre à un système oppressif. Papillon devient ce réceptacle. Oui, un symbole très opportun. La vaste majorité des lecteurs de Charrière ne risquaient évidemment pas d'être envoyés en Guyane, mais ils se sentaient enfermés dans leur propre bagne, qu'ils soient sociaux, professionnels ou familiaux. Le récit d'évasion ne fonctionne pas parce qu'il est historiquement factuel. Donc on s'en fiche des faits. Il fonctionne parce qu'il offre un schéma psychologique de libération. La rigueur stricte des archives ne remplit pas cette fonction émotionnelle.
Si l'histoire de Papillon a donné la force à des millions de personnes de ne pas abandonner face à l'adversité, cette utilité humaine n'a-t-elle pas autant de poids que l'exactitude des registres pénitentiaires? C'est un terrain très glissant. L'utilité humaine ne peut pas reposer sur le mensonge, ou alors elle devient très vite un outil de manipulation. Je l'aborde d'une manière très claire, la vérité factuelle n'est pas simplement une liste d'archives poussiéreuses dont on peut se passer. Je ne dis pas qu'il faut s'en passer. C'est pourtant le fondement de notre contrat de confiance avec le passé. Si nous acceptons l'idée que l'utilité émotionnelle justifie la falsification historique, où s'arrête-t-on ? C'est un cas particulier et ici on parle de littérature. Mais regardez les dérives, sais-je. Charrière a aussi prétendu avoir sauvé une jeune fille de la lèpre dans un village colombien. Il a raconté avoir vécu avec une tribu indigène idyllique dans la péninsule de Guajira, en mode chef respecté. Oui, la fameuse parenthèse indienne. Tout cela participe au vieux trope romantique du bon sauvage et du sauveur occidental blanc. Des tropes qui, franchement, faussent complètement notre compréhension des dynamiques réelles de la région. C'était dans l'air du temps. Ce n'est pas une excuse. En gommant la monotonie, la saleté, l'attente interminable et la mort banale et anonyme du bagne, pour y substituer une épopée d'aventures flamboyantes, on vole aux véritables victimes la seule chose qui leur reste, la reconnaissance de leur tragédie spécifique. C'est-à-dire? L'héroïsme véritable sur l'île du diable, ce n'était pas de construire un radeau miraculeux. C'était souvent le simple fait de réussir à se lever le matin en sachant pertinemment qu'on n'en partirait jamais. C'est une définition de l'héroïsme qui est beaucoup plus stoïque, beaucoup plus sombre. Je l'entends, mais est-elle suffisante pour inspirer? Vous exigez une fidélité absolue au désespoir, là où l'esprit humain exige désespérément de l'espoir. Non, attention, je n'exige pas la fidélité au désespoir, j'exige la fidélité à la dignité de ceux qui l'ont vécu. Il y a de l'espoir dans la vérité, aussi crue soit-elle. Quand un homme comme Belbenoît réussit finalement à alerter l'opinion publique internationale et contribue, in fine, à faire fermer ce système barbare, c'est un espoir immense. C'est vrai, c'est une victoire du réel. Mais c'est un espoir qui a été acquis par des moyens réels, politiques, laborieux, pas par des sauts périlleux inventés de toutes pièces pour Hollywood. Séparer le mythe de Papillon de la réalité historique, ce n'est pas un exercice cynique pour détruire un bon livre. C'est ce que ça peut paraître parfois. Ce n'est pas le but, c'est un acte de restitution. C'est rendre aux forçats anonymes leur véritable identité et rendre à l'histoire du bagne sa complexité et son poids tragique indéniable. Bon, c'est une synthèse rigoureuse de votre position et je pense qu'elle est très claire. Et pour synthétiser la mienne, en écho à ce que nous venons de débattre, je maintiens que l'héritage fondamental de Papillon transcende l'ego de son auteur et la facticité de certains de ses chapitres. Même en sachant tout ce qu'il a emprunté. Même en le sachant. Charrière a peut-être capté un héritage qui n'était pas entièrement le sien, mais ce faisant, il a forgé une clé universelle. La littérature de survie ne documente pas seulement ce qui est arrivé. Elle documente surtout ce dont nous sommes capables de rêver quand nous sommes au fond du gouffre. L'espoir à tout prix. Exactement. Le tatouage, l'isolement, le radeau de noix de coco, tout ça forme une grammaire de la résistance vitale pour la condition humaine. C'est ce qui fait que le livre reste pertinent aujourd'hui. Je comprends votre point de vue. Et au fil de notre analyse de ces mécanismes, qu'ils soient historiques ou psychologiques, il y a tout de même un point sur lequel nos lectures convergent totalement, en nous basant strictement sur le matériel source. Oui, tout à fait. Quelles que soient les libertés qui ont été prises par Charrière, le décor même de son récit, l'institution du bagne guyanais n'avait lui pas besoin d'être exagérée. Absolument pas. C'était une anomalie brutale de l'histoire moderne. Un système pensé dans ses moindres détails géographiques et bureaucratiques pour extraire la force de travail d'un homme, jusqu'à sa destruction totale et inévitable. L'enfer vert. Oui. Les courants marins, les maladies endémiques et la folie destructrice de l'isolement dépassent de loin tout ce qu'un romancier pourrait jamais inventer. Et le simple fait qu'un être humain, n'importe lequel, ait pu y survivre assez longtemps pour pouvoir, des années plus tard, en raconter les détails, qu'il s'agisse de ses propres mémoires ou, comme vous le dites, d'une mosaïque de la souffrance des autres, exigeait de toute façon une résilience qui défie notre confort moderne. Exactement. Et c'est précisément parce que cet enfer était si absolu que la question de savoir comment on raconte son histoire demeure fondamentale. C'est ce paradoxe qui rend ce débat si inépuisable. Nous vous invitons, vous qui nous écoutez, à poursuivre cette réflexion par vous-même. Plongez-vous dans les récits de l'île du diable, explorez les témoignages authentiques autant que le mythe de Papillon. Le matériel ne manque pas et il est fascinant.
Tout à fait. Interrogez-vous sur cette tension constante entre notre devoir envers la vérité historique d'un côté et notre faim viscérale pour des figures héroïques de l'autre. Quand un homme se tient face à un océan infranchissable, avec pour seule arme la conviction qu'il est né pour être libre, la valeur de son histoire réside-t-elle dans l'exactitude des archives de sa fuite, ou plutôt dans l'écho que ce désir de liberté laisse en chacun de nous? Merci de nous avoir rejoints dans le débat.